Mesdames et messieurs, bonsoir. 15 h au Caire, l'heure de notre journal en langue française et tout de suite des principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi se rend en Suisse où il doit participer aux travaux du Forum économique international de Davos. L'administration autonome kurde annonce l'effondrement total des négociations entre les Kurdes syriens et le gouvernement. La présidente de la Commission européenne s'engage à travailler avec les États-Unis à l'amélioration de la sécurité dans l'Arctique. Actualité, le président Abdel Fattah el-Sisi se rend mardi à la ville de Davos en Suisse pour assister aux travaux du Forum économique international de Davos. Le forum se tiendra jusqu'au 23 janvier sous le thème « L'esprit de dialogue ». En marge du forum, le président el-Sisi doit s'entretenir avec son homologue américain Donald Trump des derniers développements des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les deux leaders doivent également renforcer la coopération et la coordination entre le Caire et Washington pour l'intérêt des deux pays et afin de préserver la stabilité régionale et internationale. Le Forum économique de Davos va offrir mardi une tribune aux dirigeants européens à la veille de l'arrivée dans la station suisse de Donald Trump qui les menace au Groenland. Le président américain domine déjà dans les Alpes suisses l'ordre du jour de cette grande messe annuelle d'un multilatéralisme qu'il ne cesse de malmener. Le représentant de l'administration autonome kurde à Damas, Abdelkarim Omar, a déclaré que les négociations entre les Kurdes syriens et le pouvoir central se sont totalement effondrées. Le chef kurde Mazloum Abdi et le président syrien Ahmad al-Shara s'étaient rencontrés lundi soir à Damas pour évoquer l'application de leur accord proclamé la veille sur l'intégration des institutions civiles et militaires kurdes au sein de l'État. Il a appelé la communauté internationale à prendre en urgence une position ferme et décisive en faveur des Kurdes syriens. De son côté, la guérilla kurde du Parti des travailleurs du Kurdistan a juré de ne jamais abandonner les Kurdes de Syrie face à ce qu'il a appelé l'offensive de l'armée syrienne. Le président syrien Ahmad al-Shara et son homologue américain Donald Trump ont affirmé l'importance de préserver l'unité et l'indépendance du territoire syrien. De son côté, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Kaja Kallas, a appelé lundi à cesser immédiatement en Syrie toutes les activités militaires au lendemain de l'annonce d'un cessez-le-feu entre le gouvernement et les forces démocratiques syriennes. Le ministère syrien de l'Intérieur a annoncé aujourd'hui qu'environ 120 membres de l'organisation terroriste Daesh se sont évadés de la prison d'El Shaddadi dans la province d'El Hasaka. À la suite de cet incident, l'armée syrienne a imposé un couvre-feu à El Shaddadi dans la nuit de dimanche à lundi et s'est engagée à sécuriser la ville. Elle a accusé les forces démocratiques syriennes FDS d'avoir libéré des détenus de la prison d'El Shaddadi qui abrite les membres de Daesh. En réponse, les FDC ont affirmé que la prison n'était plus sous leur contrôle, accusant l'armée syrienne d'avoir attaqué l'établissement. Dans ce contexte sécuritaire tendu, le président syrien Ahmad al-Shara et le président américain Donald Trump ont souligné la nécessité de garantir les droits des Kurdes dans le cadre de l'État syrien. La présidence syrienne a indiqué que les deux dirigeants ont souligné lors d'un entretien téléphonique l'importance de préserver l'unité et l'indépendance du territoire syrien ainsi que de soutenir tous les efforts visant à instaurer la stabilité. Elle a également confirmé qu'Al-Shara et Trump se sont engagés à poursuivre leur coopération dans la lutte contre l'organisation terroriste Daesh et à mettre fin à ces menaces. Par ailleurs, la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a appelé à une désescalade globale en Syrie et à un engagement immédiat en faveur de la fin des hostilités. Le 120e convoi d'aide humanitaire Zaid El Aizza est entré lundi dans la bande de Gaza à travers le terminal de Rafah. Une source responsable au port de Rafah a annoncé que le convoi transportait une aide humanitaire d'urgence, de la nourriture et de secours pour les habitants du secteur dans le cadre des efforts continus de l'Égypte pour soutenir le peuple palestinien. Le convoi a inclus aussi des vêtements d'hiver, des couvertures et des tentes, ainsi que des fournitures médicales nécessaires au Croissant Rouge palestinien dans la bande de Gaza.
Le Hamas a qualifié la formation du comité palestinien pour la gestion de Gaza de grande réalisation en vue de freiner l'agression des forces de l'occupation israélienne. Le mouvement palestinien a souligné que le Premier ministre israélien met des obstacles pour freiner les travaux de ce comité, ajoutant qu'il avait empêché ses membres de quitter le secteur. Le Hamas a aussi qualifié les missions du Conseil de la paix formées par le président américain Donald Trump de confuses. Des sources médicales palestiniennes ont indiqué qu'une petite fille de 7 mois est décédée mardi matin à Gaza à cause du froid intense. Ainsi s'élève à 9 le nombre des enfants palestiniens qui ont péri à cause du froid dans la bande de Gaza. Entre-temps, les avions de l'occupation israélienne ont mené mardi des raids sur le centre et le sud de la bande de Gaza, poursuivant la violation de l'accord de cessez-le-feu mis en vigueur le 11 octobre 2025. D'autre part, l'agence de presse palestinienne Wafa a cité que les avions de l'occupation israélienne ont également frappé des régions dans l'est de Khan Younis, dans le camp d'El Bourouj et à Deir el-Balah. Le Programme alimentaire mondial PAM a annoncé avoir élargi ses opérations humanitaires dans la bande de Gaza 100 jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Le programme a affirmé que la situation à Gaza demeurait fragile malgré les progrès réalisés pour éviter la famine dans le secteur. Le PAM a également souligné la nécessité de maintenir 3 facteurs essentiels afin d'empêcher que Gaza ne retombe dans une famine catastrophique. Il s'agit de garantir l'acheminement des aides humanitaires et des marchandises à travers tous les points de passage, ainsi que de poursuivre le cessez-le-feu. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, a dénoncé mardi une attaque sans précédent après la démolition par Israël de bâtiments de son siège de Jérusalem-Est. Le complexe de l'agence à Jérusalem-Est, partie de la ville annexée par Israël en 1967, n'est plus occupé par les salariés depuis un an après l'interdiction de ses activités par Israël, entrée en vigueur le 30 janvier 2025. Du fait de l'annexion de Jérusalem-Est par Israël, jugée illégale par l'ONU, cette interdiction s'y applique. Des forces israéliennes ont pris d'assaut le complexe, précisant qu'elles avaient forcé les gardes de sécurité à quitter le site, puis que des bulldozers étaient entrés et avaient commencé à démolir les bâtiments. Des engins de chantier ont démoli au moins un bâtiment du complexe au-dessus duquel flotte un drapeau israélien. Et en Cisjordanie, les forces de l'occupation ont continué d'attaquer la zone au sud de la ville d'Hébron pour le 2e jour consécutif. Selon l'agence d'information palestinienne Wafa, les forces de l'occupation, avec des renforts militaires, ont continué d'envahir la région du sud en grand nombre, en fermant la plupart des rues, routes principales et secondaires, en séparant les quartiers avec les blocs de terre et en effectuant des saisies et des fouilles à grande échelle dans les maisons des citoyens et les magasins. La procureure adjointe de la Cour pénale internationale a accusé les forces de soutien rapide d'avoir creusé les fosses communes afin de dissimuler des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis dans la région du Darfour, à l'ouest du Soudan. Lors d'un exposé devant le Conseil de sécurité de l'ONU, la procureure adjointe a confirmé que la Cour avait établi que des crimes contre l'humanité avaient été commis à El-Fasher, notamment à la fin du mois d'octobre, au plus fort du siège de la ville par les forces de soutien rapide. Elle a précisé que l'aide d'accusation reposait sur des preuves audio et vidéo, y compris des images satellites documentant des massacres, ainsi que des tentatives de dissimulation de ces crimes par le creusement des fosses communes. Le président américain Donald Trump a annoncé mardi une réunion des différentes parties sur le Groenland, des territoires autonomes appartenant au Danemark, dont il veut s'emparer et accentuer la pression sur les dirigeants européens réunis au Forum économique de Davos. Il a lancé sur son réseau Truth Social que le Groenland est essentiel pour la sécurité nationale et mondiale. Il ne peut y avoir de retour en arrière sur ce point. Tout le monde est d'accord, à indiquer avoir eu un très bon entretien téléphonique avec Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN.
La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est engagée mardi à travailler avec les États-Unis à l'amélioration de la sécurité dans l'Arctique. Elle a encore insisté sur la nécessité de respecter sans équivoque la souveraineté du Groenland et du Danemark lors d'une rencontre à Davos avec une délégation bipartite du Congrès américain. Elle a déclaré que cela est clairement dans leur intérêt commun, évoquant des projets d'investissements européens massifs au Groenland. Elle a également promis une réponse ferme aux menaces répétées de Donald Trump sur le Groenland et les droits de douane. Des avions d'un commandement militaire américano-canadien doivent bientôt arriver au Groenland pour participer à des activités prévues de longue date sur ce territoire autonome danois, a annoncé lundi cette force binationale. Le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord a indiqué dans un message sur les réseaux sociaux X que ces avions militaires soutiendront diverses activités prévues de longue date par le commandement et s'appuieront sur la coopération durable en matière de défense entre les États-Unis et le Canada, ainsi que le Royaume du Danemark. Le président bulgare Roman Radev a démissionné lundi à quelques mois d'élections législatives anticipées prévues au printemps, dernier rebondissement d'une crise politique qui déstabilise le pays depuis 5 ans. Le président a accusé lundi dans son adresse télévisée un modèle de gouvernance précieux qui présente les apparences d'une démocrate, mais en réalité fonctionne selon le mécanisme de l'oligarchie. À la mi-décembre 2025, le gouvernement de coalition mené par les conservateurs avait démissionné après des manifestations anti-corruption soutenues par Roman Radev. Ces législatives seront les 8e organisées en 5 ans dans ce pays des Balkans, le plus pauvre de l'Union européenne. Lors de sa dernière allocution du Nouvel An, quelques minutes avant l'entrée officielle de la Bulgarie dans la zone euro, il avait parlé d'un calendrier contesté pour adopter la monnaie unique. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.